Juste avant notre mariage, elle a avoué qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Ma réponse l'a détruite. Chapitre 1. 3 jours avant le jour J, la vérité éclate comme une bombe. Tu sais, Julien, il y a quelque chose que je dois te dire. Ces mots, prononcés d'une voix tremblante par la femme que j'aimais plus que ma propre vie, allaient transformer notre histoire d'amour en cauchemar. Mais à cet instant précis, debout dans notre salon baigné par la lumière dorée du couchant, je ne savais pas encore que ma réponse à sa confession détruirait bien plus que notre mariage à venir. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange, ce pressentiment glacial qui vous parcourt l'échine, quand vous savez qu'une phrase va changer votre existence à jamais? C'est exactement ce que j'éprouvais en voyant Clara se tortiller nerveusement les mains. Ses yeux verts évitant soigneusement mon regard. « Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur ?» demandai-je en posant ma main sur son épaule, sentant la tension qui habitait son corps tout entier. Nous étions ensemble depuis 5 ans. 5 années de bonheur apparent, de projets communs, de rires partagés. Notre appartement parisien respirait notre amour. Des photos de nos voyages ornaient les murs. Nos livres se mélangeaient harmonieusement sur les étagères. Et partout traînaient les préparatifs de notre mariage prévu pour le samedi suivant. Les fer-tards avaient été envoyés, le traiteur confirmé. Ma grand-mère avait même fait le voyage depuis la Bretagne pour assister à la cérémonie. Clara s'effondra dans le fauteuil en velours bleu que nous avions choisi ensemble chez un antiquaire de Saint-Germain. Ses cheveux châtains cascadaient devant son visage comme un rideau protecteur. Mais je pouvais voir ses épaules trembler légèrement. Je vois quelqu'un d'autre, Julien. Le silence qui suivit fut si dense qu'il semblait avoir une substance physique. J'entendais le tic-tac de l'horloge de la cuisine, le bruit lointain de la circulation sur le boulevard, même le battement sourd de mon propre cœur qui s'emballait. Mais ces mots, « je vois quelqu'un d'autre », résonnaient dans ma tête comme un écho infernal. Depuis quand? Ma voix sortit plus calme que je ne l'aurais cru possible, presque détachée, comme si je m'entendais parler de très loin. 6 mois. Elle releva enfin la tête, et je vis des larmes briller dans ses yeux. Ça a commencé par hasard, tu sais? Un collègue du bureau. Au début, c'était juste de l'amitié. Puis les déjeuners se sont transformés en dîners, et les dîners en... En quoi? L'interrompis-je, ma voix se durcissant malgré moi, en quelque chose de plus fort que moi. Quelque chose de plus fort qu'elle. Comme si elle n'avait eu aucun contrôle sur ses actes, comme si une force mystérieuse l'avait poussée dans les bras d'un autre homme. La colère commençait à monter en moi, une rage sourde et brûlante qui me donnait envie de hurler, de casser quelque chose, de faire mal comme on venait de me faire mal. Mais je ne bougeais pas. Je restais planté au milieu du salon, les bras ballants, à regarder cette femme que je croyais connaître par cœur, me révéler qu'elle menait une double vie depuis 6 mois. « Pourquoi maintenant ?» demandai-je enfin. « Pourquoi me le dire maintenant, 3 jours avant notre mariage ?» Clara essuya ses larmes d'un revers de main, geste qui me parut soudain théâtral, calculé. Était-elle vraiment désolée, ou simplement soulagée de pouvoir enfin cracher le morceau? Parce que je ne peux pas t'épouser en ayant ce secret. Parce que tu mérites de savoir la vérité. Parce que... Elle hésita, chercha ses mots. Parce que je l'aime. Pas « je t'aime toujours » ou « je ne sais plus où j'en suis ». Non, simplement je l'aime. Au présent. Définitivement. Quelque chose se brisa en moi à cet instant. Pas seulement mon cœur. Ça, c'était prévisible. Non, quelque chose de plus profond, de plus fondamental. Ma confiance en l'humanité, peut-être. Ma capacité à croire en l'amour éternel. Ou simplement ma naïveté d'homme qui pensait que 5 années de vie commune créaient des liens indissolubles. Je m'assis en face d'elle, sur le canapé où nous avions passé tant de soirées enlacées devant Netflix, où nous avions fait l'amour pour la première fois dans cet appartement, où nous avions planifié notre avenir avec l'enthousiasme de 2 gamins qui croient encore aux contes de fées. Comment y s'a-t-elle? Ma question la surprit. Elle s'attendait probablement à des cris, des accusations, des supplications. Pas à cette curiosité presque clinique. Thomas Moreau. Il est architecte, ne sait pas que l'amour est désiré qu'après mois de sa mai. Ne pensant pas quelle habitude d'entreprendre une mercenée. Il m'a dit, il ne peut plus supporter de me partager. Il ne peut plus supporter de me partager. Comme si Clara était un objet qu'on se disputait. Comme si nos 5 années ensemble ne faisaient rien face aux 6 mois de passion clandestine avec Monsieur Moreau.
Une idée commençait à germer dans mon esprit. Une idée terrible et délicieuse à la fois. Car voyez-vous, j'ai toujours eu une excellente mémoire, et le nom de Thomas Moreau venait de déclencher un souvenir très précis, un souvenir qui allait changer la donne. « Tu l'aimes vraiment ?» demandai-je. Et cette fois, ma voix était redevenue douce, presque tendre. Clara sembla surprise par ce changement de ton. Elle hocha la tête, les yeux brillants d'une passion que je ne lui avais plus vue depuis longtemps. « Oui, je sais que c'est horrible, je sais que je te fais du mal, mais c'est plus fort que moi. Avec lui, j'ai l'impression de revivre, d'être vraiment moi-même pour la première fois depuis des années. D'être vraiment elle-même. » Sous-entendait-elle qu'avec moi, elle jouait un rôle depuis 5 ans? Je me levai lentement, me dirigeai vers la fenêtre. Paris s'étendait sous nos yeux, magnifique et indifférent à nos drames personnels. Les lumières commençaient à s'allumer dans les immeubles d'en face, révélant par fragments la vie des autres, leur bonheur et leurs peines cachées derrière les façades haussmanniennes. « Tu sais, Clara, dis-je sans me retourner, j'ai une confession à te faire, moi aussi. » Je l'entendis bouger derrière moi, probablement intrigué par mon calme apparent. Thomas Moreau, je laissai le nom flotter dans l'air quelques secondes. Figure-toi que je le connais, très bien même. Le silence qui suivit fut différent du précédent, chargé d'électricité, vibrant de tension. Je me retournai vers Clara, qui me regardait avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Surprise? Inquiétude? Comment tu le connais? Sa voix était devenue un murmure. Thomas Moreau, architecte, divorcé, père de 2 enfants qu'il voit un week-end sur 2. 42 ans, cheveux poivre et sel, cicatrice au menton, suite à un accident de vélo quand il avait 12 ans. Je marquai une pause, savourant l'effet de mes paroles sur le visage de Clara, qui blêmissait à vue d'œil. C'est bien lui, n'est-ce pas? Elle hocha la tête, incapable de parler. Il ne t'a jamais parlé de son divorce? Continuai-je d'un ton conversationnel. C'est une histoire intéressante. Tu sais, sa femme l'a quitté quand elle a découvert qu'il la trompait avec une collègue plus jeune. Une certaine Amélie, je crois. Elle aussi pensait qu'il l'aimait vraiment, qu'avec elle, il était enfin lui-même. Clara se leva brusquement, comme si elle venait de recevoir une décharge électrique. « Comment tu peux savoir tout ça ?»« Parce que, ma chérie. » Et là, je souris, d'un sourire que je sentais froid comme la lame d'un couteau. La femme de Thomas Moreau, c'est Émilie. Émilie Moreau, ma sœur, celle que tu as rencontrée une dizaine de fois lors de nos réunions de famille. Celle qui a pleuré dans mes bras quand elle a découvert l'infidélité de son mari. Celle qui m'a raconté par le menu les méthodes de séduction de Thomas, sa façon de faire croire à chaque femme qu'elle est unique, spéciale, différente des autres. Le visage de Clara était maintenant livide. Elle semblait avoir du mal à respirer. « Tu savais? Depuis le début ?» Bien sûr que non. Je viens juste de faire le rapprochement. Je m'approchai d'elle, lentement, comme on approche d'un animal blessé. Mais maintenant que je sais, maintenant que je comprends dans quoi tu t'es fourré, j'ai envie de te poser une question très importante. Je m'arrêtai à quelques centimètres d'elle, assez près pour voir les petites rides de panique qui se formaient au coin de ses yeux, pour sentir son parfum. Ce parfum que j'avais tant aimé et qui me donnait maintenant la nausée. Es-tu vraiment prête à sacrifier notre histoire pour un homme qui a exactement fait la même chose à ma sœur? Un homme qui, dans 6 mois, 1 an maximum, te fera subir la même humiliation que tu me fais subir aujourd'hui. Clara recula, comme si mes mots la brûlaient. Ce n'est pas la même chose. Avec moi, c'est différent. Il me l'a dit. J'ai dit exactement la même chose à Émilie. Les mots tombèrent comme des pierres dans un puits. Je vis Clara vaciller, se rattraper au dossier du fauteuil. Pour la première fois depuis le début de cette conversation surréaliste, je ressentis quelque chose qui ressemblait à de la pitié pour elle. Mais cette pitié fut balayée par une vague de fureur quand elle releva la tête et que je lus dans ses yeux non pas du regret ou de la honte, mais de la défiance. Même si c'est vrai, même s'il a fait ça à ta sœur, ça ne change rien à ce que je ressens pour lui. Et ça ne change rien au fait que nous deux, c'est fini. Nous deux, c'est fini. Prononcé avec une détermination qui me fit l'effet d'une gifle. Elle était prête à tout sacrifier. Notre histoire, notre avenir, même sa dignité,
pour un homme qui la manipulait avec les mêmes ficelles éculées qu'il utilisait avec toutes les autres. C'est à cet instant précis que quelque chose bascula définitivement en moi. La pitié disparut, remplacée par une froideur que je ne me connaissais pas. Une lucidité implacable qui me fit voir la situation sous un angle totalement nouveau. « Tu as raison », dis-je d'une voix que je ne reconnaissais pas moi-même. Nous deux, c'est effectivement fini. Je me dirigeais vers le secrétaire où nous rangions nos papiers importants, sortis un carnet d'adresses et commençai à le feuilleter. Clara me regardait faire sans comprendre. « Qu'est-ce que tu fais ?» ?»« J'appelle ma sœur. Je pense qu'elle sera ravie d'apprendre que son ex-mari récidive, surtout avec la fiancée de son propre frère. » Je trouvai le numéro d'Émilie, sortis mon téléphone. Tu sais, elle n'a jamais vraiment digéré la façon dont Thomas l'a quittée. Elle me disait encore la semaine dernière qu'elle rêvait de lui faire payer son humiliation. « Julien, qu'est-ce que tu veux dire ?»« Ce que je veux dire ?» Je composais le numéro, portais le téléphone à mon oreille. « Ce que je veux dire, c'est que tu viens de commettre la plus grosse erreur de ta vie. Breaking up, parce que maintenant, je vais faire en sorte que Thomas Moreau paie pour tout le mal qu'il a fait. À ma sœur, à moi, et accessoirement à toi aussi. » La tonalité résonnait dans mon oreille. Émilie allait décrocher d'une seconde à l'autre. Et quand elle saurait ce qui se passait, quand elle découvrirait que Thomas Moreau s'apprêtait à recommencer exactement le même schéma avec une nouvelle victime. « Allô, Julien ? La voix de ma sœur ? » Surprise de mon appel tardif. « Salut, Émilie. Il faut qu'on se parle. J'ai des nouvelles de Thomas. Des nouvelles qui vont t'intéresser. » Je regardais Clara, qui avait maintenant l'air de comprendre qu'elle venait de déclencher quelque chose qu'elle ne pourrait plus contrôler. Ses yeux s'élargirent d'horreur quand elle réalisa que sa confession allait avoir des conséquences bien au-delà de notre simple rupture. Mais il était trop tard. Beaucoup trop tard. En fait, continuai-je au téléphone en fixant Clara droit dans les yeux. Je crois que le moment est venu de lui rendre la monnaie de sa pièce. Chapitre 2. La vengeance est un plat qui se mange froid, mais parfois, elle se déguste brûlante. Tu n'as pas le droit de faire ça. Clara s'était jetée sur moi pour m'arracher le téléphone des mains, mais j'avais été plus rapide. 3 pas en arrière, et je me retrouvais hors de sa portée. Émilie, toujours au bout du fil, qui demandait ce qui se passait. Avez-vous déjà vu quelqu'un réaliser en temps réel que ses actes ont des conséquences ? C'est fascinant à observer. Le visage de Clara passait par toutes les nuances de l'incrédulité, de la surprise à la panique, de la colère à la supplication. Comme si elle découvrait soudain que le monde ne s'arrêtait pas à sa petite histoire d'amour clandestine. « Émilie, tu te souviens de Thomas ?» continuai-je d'une voix posée, ignorant les gesticulations désespérées de Clara. « Eh bien, figure-toi qu'il refait exactement la même chose, avec la femme que j'allais épouser samedi. » Le silence au bout du fil fut si long que je crus un instant que ma sœur avait raccroché. Puis j'entendis un petit rire, un rire qui n'avait rien d'amusé. « Tu plaisantes ? Pas du tout. Clara vient de tout me confesser. 6 mois de liaison avec ton ex-mari. Elle pensait même annuler le mariage pour lui. » Cette fois, le rire d'Émilie se transforma en quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. Ma sœur avait toujours eu un côté vindicatif que peu de gens connaissaient. Thomas Moreau avait eu la malchance de le découvrir lors de leur divorce, quand elle avait méthodiquement détruit sa réputation professionnelle en révélant ses méthodes peu orthodoxes avec ses clientes. Il lui a fait le coup de la femme incomprise, j'imagine. La voix d'Émilie était maintenant tranchante comme un rasoir. Celle qui se révèle vraiment qu'avec lui, celle qui mérite mieux que sa vie actuelle. Exactement. Je regardais Clara, qui s'était effondrée sur le canapé, la tête entre les mains. Mot pour mot, ce qu'il t'avait dit, d'après ce que tu m'as raconté. Ce fumier. Émilie marqua une pause. Et elle y a cru, après 5 ans avec toi, apparemment, au point d'être prête à tout abandonner pour lui. Clara releva brusquement la tête, les yeux rouges, mais le regard déterminé. Raccroche, Julien, s'il te plaît. Ce qui se passe entre Thomas et moi ne regarde que nous. Ce qui se passe entre Thomas et elle ne regarde qu'eux. Après m'avoir annoncé notre rupture 3 jours avant le mariage, après avoir piétiné 5 années de ma vie, elle osait me demander de la discrétion. L'inconscience de cette femme me laissait pantois. « Tu entends ça, Émilie ?» dis-je au téléphone. « Elle pense que ça ne nous regarde pas. »« Tiens, passe-la-moi !»« Quoi ? Passe-la-moi. J'aimerais lui parler. » Je tendis le téléphone vers Clara,
qui recula comme si c'était un serpent venimeux. « Je n'ai rien à lui dire. »« Moi si !» répliqua Emily assez fort pour qu'on l'entende depuis le canapé. « Et j'ai des choses très intéressantes à lui apprendre sur son prince charmant. » Clara finit par prendre le téléphone d'une main tremblante. Elle l'approcha de son oreille comme on s'approche d'un précipice. « Allô ?» Je ne pouvais entendre qu'un côté de la conversation. Mais l'expression de Clara changeait à vue d'œil. D'abord de la défiance, puis de l'inquiétude, enfin quelque chose qui ressemblait à de l'effroi. « Ce n'est pas vrai !» murmura-t-elle. Silence. Émilie parlait et Clara écoutait, le visage de plus en plus pâle. « Il ne m'a jamais parlé d'une Amélie. » Nouvelle pause. Cette fois, Clara me lança un regard suppliant, comme si je pouvais arrêter ce qui était en train de se tasser. « Combien ? Combien d'autres ? Combien d'autres ?» Apparemment, Émilie était en train de dresser l'inventaire complet des conquêtes de son ex-mari. Information que ma sœur tenait de l'enquête privée qu'elle avait menée lors de leur divorce. Une enquête qui avait révélé un pattern de séduction systématique s'étalant sur des années. Clara raccrocha brutalement et me rendit le téléphone sans un mot. Elle avait l'air de quelqu'un qui vient de voir son monde s'effondrer. « Alors ?» demandai-je avec une curiosité que je ne cherchais même plus à dissimuler. Elle dit qu'il y en a eu au moins 6 autres. Depuis son divorce. Toujours le même schéma. Toujours des femmes en couple qu'il convainc de quitter leur compagnon pour lui. Et qui se retrouvent larguées au bout de quelques mois quand il passe à la suivante. Je hochai la tête. Les informations d'Émilie confirmaient ce que je soupçonnais déjà. « Et tu la crois ?» Clara me regarda avec des yeux où je lisais un mélange de colère et de désespoir. Elle m'a donné des noms, des dates, des détails que Thomas m'a racontés sur sa vie en me faisant croire qu'il ne les avait jamais confiés à personne d'autre. Sa voix se brisa légèrement. Il utilise les mêmes phrases avec toutes, les mêmes promesses, les mêmes mensonges. Elle acquiesça, les larmes aux yeux. Pour la première fois depuis le début de cette soirée cauchemardesque, je ressentis quelque chose qui ressemblait à de la compassion pour elle. Pas de la pitié, ça c'était fini, mais une forme de compréhension douloureuse de ce qu'elle était en train de vivre. Car Thomas Moreau n'était pas seulement un séducteur. C'était un prédateur émotionnel, un manipulateur de haut niveau qui savait exactement sur quel bouton appuyer pour faire tomber ses victimes. Et Clara, malgré toute son intelligence, malgré nos 5 années de bonheur, était tombée dans le piège comme les autres. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demandai-je d'une voix plus douce. Clara essuya ses larmes d'un geste rageur. « Je ne sais pas. Il faut que je lui parle, que je lui demande des explications. » « Des explications ?» Je ne pus retenir un rire amer. « Clara, qu'est-ce qu'il pourrait bien te dire? Que ma sœur ment? Que les 6 autres femmes mentent aussi? Que c'est juste un énorme malentendu cosmique? Il m'aime !» explosa-t-elle soudain. « Je le sais, ce qu'il ressent pour moi est différent. Il m'aime. » Elle y croyait encore, malgré les preuves, malgré les témoignages, malgré l'évidence qui lui sautait aux yeux. Elle s'accrochait encore à cette illusion pathétique. C'est à cet instant que je compris quelque chose de fondamental sur Clara. Quelque chose que 5 années de vie commune ne m'avaient jamais révélé. Au fond d'elle-même, elle avait besoin de se sentir spéciale, unique, différente des autres. Thomas Moreau avait identifié cette faille et l'avait exploitée avec une habileté diabolique. Mais maintenant que le miroir aux alouettes était brisé, elle refusait d'accepter la réalité. « Tu sais quoi, Clara ?» dis-je en me dirigeant vers la porte d'entrée. « Va le voir. Demande-lui des explications. Donne-lui une chance de te mentir encore une fois. Où tu vas ? Chez ma sœur. On a des choses à préparer. » Elle se leva d'un bond. « Quelle chose ? Julien, qu'est-ce que vous comptez faire ?» Je me retournai vers elle une dernière fois. Cette femme que j'avais aimée plus que tout, que j'avais demandé en mariage un genou à terre sur la plage de Deauville, que j'imaginais mère de mes enfants et compagne de ma vieillesse. Cette femme était devenue une étrangère en l'espace d'1 heure. Nous comptons faire en sorte que Thomas Moreau ne puisse plus jamais faire de mal à personne. « Tu ne peux pas. »« Si, je peux. » Ma voix était redevenue glaciale. « Tu as fait ton choix, Clara. Tu as choisi de détruire notre histoire pour un menteur et un manipulateur. Maintenant, assume les conséquences. » Je sortis de l'appartement, claquant la porte derrière moi. Dans l'escalier, j'entendis Clara crier mon nom, mais je ne me retournai pas. Pour moi, cette femme était déjà morte. Sur le palier, je sortis mon téléphone et composai le numéro d'Émilie.
C'est fait demanda-t-elle sans préambule. C'est fait. Elle sait tout. Enfin, elle sait ce qu'elle veut bien savoir. Elle va le prévenir? J'y compte bien. Ça fait partie du plan. Car oui, j'avais un plan. Un plan qui avait germé dans ma tête dès l'instant où Clara avait prononcé le nom de Thomas Moreau. Un plan qui allait au-delà de la simple vengeance, qui touchait à quelque chose de plus profond, de plus juste. Thomas Moreau allait payer. Pas seulement pour ce qu'il m'avait fait, pas seulement pour ce qu'il avait fait à ma sœur. Il allait payer pour toutes ces femmes qu'il avait manipulées, pour tous ces couples qu'il avait détruits, pour tous ces mensonges qu'il avait semés derrière lui comme un virus. Émilie? Oui. Tu as gardé le dossier de l'enquête privée? Chaque document, chaque photo, chaque témoignage. Parfait. On se voit dans 1 heure. Julien, la voix de ma sœur se fit hésitante. Tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Une fois qu'on aura commencé, on ne pourra plus faire marche arrière. Je pensais à Clara, probablement en train de composer fébrilement le numéro de Thomas pour lui rapporter notre conversation. Je pensais à cet homme qui avait fait de la manipulation émotionnelle son art de vivre. Je pensais à toutes ces femmes qui, en ce moment même, étaient peut-être en train de tomber dans ses filets. J'en suis certain. Thomas Moreau va apprendre ce que ça coûte de jouer avec les sentiments des gens. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que ma vengeance allait prendre une ampleur que je n'imaginais même pas. Et que Clara, dans sa naïveté désespérée, allait involontairement m'offrir l'arme parfaite pour détruire définitivement l'homme qu'elle croyait aimer. Car voyez-vous, certaines histoires ne se terminent pas par un simple « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Certaines histoires se terminent dans le sang, les larmes et les regrets éternels. La nôtre ne faisait que commencer. Chapitre 3. Quand la proie devient chasseur, les règles du jeu changent radicalement. L'appartement d'Émilie sentait le café froid et la rage rentrer. Ma sœur m'attendait dans son salon, entourée de dossiers étalés sur la table basse, comme les pièces d'un puzzle maléfique. 3 ans après son divorce, elle avait gardé chaque preuve, chaque document, chaque trace de l'enquête qui avait révélé la vraie nature de Thomas Moreau. « Regarde-moi ça », dit-elle en me tendant une photo avant même que j'aie eu le temps de m'asseoir. Décembre 2021. Thomas avec Amélie devant l'hôtel Raphaël. Le même hôtel où il m'avait emmené pour notre voyage de noces. Combien de fois avions-nous sous-estimé la mémoire des femmes blessées? Émilie avait tout conservé, tout classé, tout daté. Son appartement était devenu un musée de la trahison, un monument à la duplicité de son ex-mari. Et ça? Elle me montra un autre cliché. Février 2022, avec Sandrine, une de ses clientes. Même restaurant que celui où il m'avait fait sa demande en mariage. Je m'installais dans le fauteuil en cuir où j'avais consolé ma sœur tant de fois, observant cette femme que la colère avait transformée en machine à calculer. Émilie n'était pas seulement blessée par la trahison de Thomas. Elle était devenue obsédée par la nécessité de comprendre son mode opératoire, de décrypter ses méthodes, de prévoir ses prochains mouvements. Il a un schéma, tu vois? Ouah, continua-t-elle en sortant un carnet couvert de notes manuscrites. D'abord, il identifie sa cible. Toujours une femme en couple stable, jamais mariée depuis moins de 3 ans. Toujours professionnellement accomplie, mais émotionnellement fragile. Émotionnellement fragile? Un détail qu'elle ne remarque pas elle-même. Une petite fêlure dans sa confiance, une insatisfaction qu'elle n'ose pas s'avouer. Thomas a un radar pour ça. Je pensais à Clara, à notre routine bien huilée, à ces derniers mois où j'avais peut-être négligé certains signaux. Cette façon qu'elle avait eue de me demander si je la trouvais encore belle, ces questions sur mon ex-copine de faculté, ces remarques sur notre vie devenues trop prévisibles. Ensuite, il se positionne en ami, confident, celui qui l'écoute vraiment, qui la comprend mieux que son compagnon. Il n'essaie jamais de critiquer directement le couple. Il se contente de poser les bonnes questions, celles qui font douter. Émilie tourna une page de son carnet, révélant un schéma détaillé avec des flèches et des annotations. Phase 3. Il crée des situations d'intimité. Déjeuner qui s'éternise, promenade innocente, confidence de plus en plus personnelle. Et là, attention, c'est du grand art. Il lui révèle ses propres faiblesses. Il se montre vulnérable, humain, différent de l'image du séducteur qu'elle pourrait avoir. Pour qu'elle se sente spéciale d'être dans ses confidences. Exactement.
Et quand elle commence à avoir des sentiments pour lui, phase 4, il recule. Il se montre distant, préoccupé. Il lui fait comprendre qu'il lutte contre ses sentiments par respect pour sa situation. Je me souvenais maintenant des changements d'humeur de Clara ces dernières semaines. Ces moments où elle semblait ailleurs, préoccupée. Ces soirées où elle consultait son téléphone avec une nervosité inhabituelle. Thomas était en train d'appliquer sa phase 4. Et la phase 5 ? La déclaration. Mais attention, pas n'importe comment. Il lui avoue qu'il l'aime, mais qu'il ne peut pas vivre avec cette culpabilité. Qu'il préfère la perdre plutôt que de détruire sa vie. Et là, c'est elle qui insiste pour que leur histoire continue. Bingo! C'est elle qui fait le premier pas vers l'infidélité. Dans sa tête, elle sauve leur amour. Elle devient l'héroïne romantique de sa propre histoire. Le cynisme de la méthode me coupa le souffle. Thomas ne se contentait pas de séduire. Il transformait ses victimes en complices volontaires de leur propre trahison. Mon téléphone vibra. Message de Clara. Il faut qu'on parle. J'ai vu Thomas. Tu te trompes sur lui. Je montrai le message à Émilie, qui eut un sourire sans joie. Phase 6. La contre-attaque. Quand il se sent menacé, Thomas retourne la situation. Il convainc sa victime que c'est elle qui est attaquée, pas lui, qu'on essaie de détruire leur amour par jalousie, par méchanceté, par incompréhension. Elle va le défendre ? Elle va le défendre bec et ongles. Et plus tu lui apporteras de preuves contre lui, plus elle s'enfoncera dans le déni. C'est psychologique. Personne ne veut admettre qu'il s'est fait avoir à ce point. Je reposais le téléphone sans répondre à Clara. Émilie avait raison. Essayer de la convaincre maintenant ne servirait à rien. Il fallait une approche différente. Dis-moi, Émilie, dans ton enquête, tu as trouvé des preuves d'activité illégale ? Ma sœur me regarda avec une expression bizarre, mélange d'inquiétude et d'excitation. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne sais pas. Fraude fiscale, abus de biens sociaux, chantage, n'importe quoi qui pourrait nous donner une prise légale sur lui. Same. Émilie fouilla dans ses dossiers, sortit une chemise marquée financier. Rien d'illégal au sens strict, mais des pratiques douteuses, oui. Il utilise son cabinet d'architecture pour blanchir des revenus parallèles, des consultations privées qu'il ne déclare pas. Et surtout, elle marqua une pause théâtrale. Surtout, il a une méthode très particulière avec ses clientes fortunées. Tu vois, Thomas ne se contente pas de coucher avec elles. Il leur soutire des informations sur leurs maris, leurs affaires, leurs projets. Informations qu'ils revendent ensuite à leurs concurrents. De l'espionnage industriel ? Pas officiellement. Officiellement, c'est juste un architecte très doué pour les relations publiques. Mais dans les faits, elle me montra une série de documents. Contrats, virements bancaires, correspondances. Thomas Moreau a gagné plus d'argent en vendant des secrets qu'en dessinant des maisons. Et le plus beau, c'est que ses victimes ne s'en rendent même pas compte. Elles pensent qu'elles lui font des confidences d'amoureuses. En réalité, elles sabotent leur propre famille. L'ampleur de la manipulation me donna le vertige. Thomas n'était pas seulement un don Juan, c'était un parasite qui se nourrissait de la destruction des couples et des familles. Tu as des noms ? Des victimes qui accepteraient de témoigner ? J'en ai contacté quelques-unes après mon divorce. Certaines ont refusé de parler, trop de honte. Mais d'autres, elle sortit une autre chemise. Sandrine Delacroix. Son mari a fait faillite après que leurs concurrents ont mystérieusement obtenu des informations sur leurs nouveaux produits. Informations que Sandrine avait innocemment partagées avec Thomas. Elle est au courant ? Maintenant, oui, et elle est en colère, très en colère. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un appel de Clara. Je décrochai. « Julien, il faut absolument qu'on se parle. » Sa voix était hystérique, paniquée. En arrière-plan, j'entendais des bruits de circulation. Elle était dehors, probablement en train de faire les 100 pas devant l'immeuble de Thomas. « Je t'écoute. » Thomas m'a tout expliqué. Ta sœur ment, elle invente tout ça par vengeance. Vraiment ? Et qu'est-ce qu'il t'a dit exactement ? Que Émilie n'a jamais accepté leur divorce, qu'elle le harcèle depuis des mois, qu'elle a monté cette histoire de toutes pièces pour le détruire. Je regardais Émilie, qui avait entendu et hochait la tête d'un air entendu. Phase 6, exactement comme prévu. Et les autres femmes ? Amélie, Sandrine et les autres ? Il n'y a pas d'autres femmes. C'est ta sœur qui a tout inventé.
Elle a payé des actrices pour faire semblant d'être ses ex. Elle a payé des actrices. L'excuse était si grotesque qu'elle en devenait presque touchante. Clara était prête à croire n'importe quoi plutôt que d'admettre qu'elle s'était fait manipuler. Clara, écoute-moi bien. Si Thomas dit la vérité, s'il n'y a jamais eu d'autre femme, alors il n'aura aucun mal à me le prouver. Comment? Qu'il vienne demain soir chez nous, qu'il s'explique en face, qu'il apporte ses preuves que ma sœur ment. Silence au bout du fil. Clara réfléchissait, probablement en train de apporter ma proposition à Thomas en temps réel. Il dit que c'est un piège, que tu veux juste l'humilier. Bien sûr qu'il dit ça, parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas se justifier. Non, il va venir, je vais le convaincre de venir, tu verras que j'ai raison. Elle raccrocha. Je me tournai vers Émilie, qui souriait pour la première fois de la soirée. Il ne viendra jamais, dit-elle. Je sais, mais Clara va insister, et quand il refusera, elle commencera à douter. Et s'il accepte, alors on sera prêt. Car pendant que Clara courait après ses illusions, Émilie et moi étions en train de préparer quelque chose que Thomas Moreau n'avait pas vu venir. Quelque chose qui allait non seulement révéler au grand jour ses manipulations, mais aussi le détruire professionnellement et personnellement. Émilie, oui, appelle Sandrine Delacroix. Dis-lui que l'heure de la vengeance a sonné. Ma sœur décrocha son téléphone avec un sourire qui me fit presque froid dans le dos. Car ce que Thomas ignorait, c'est qu'en s'attaquant à la fiancée du frère de sa première victime, il venait de commettre l'erreur fatale. Il avait déclenché une guerre qu'il ne pourrait pas gagner. Et moi, l'homme qui quelques heures plus tôt planifiait encore son mariage, j'étais en train de devenir quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Quelqu'un de froid, de calculateur, de dangereux, quelqu'un capable du pire. Chapitre 4. Parfois, la vérité fait plus mal que tous les mensonges du monde. Le lendemain matin, je me réveillais dans un appartement qui ressemblait à un mausolée. Partout, les traces de notre vie commune me narguaient. La robe de mariée de Clara suspendue dans l'armoire, les alliances posées sur la commode, les cartons de déménagement étiquetés « Nouvelle maison » entassés dans le couloir. Hier encore, tout cela représentait notre avenir. Aujourd'hui, ce n'était plus qu'un décor de théâtre abandonné. Mon téléphone affichait 17 messages de Clara, tous envoyés entre minuit et 6 heures du matin. Une escalade de supplications, de justifications, de colère et de promesses. Le dernier, reçu à 5h47, était différent des autres. Thomas accepte de te rencontrer. Ce soir, 20h, chez nous. Il va tout expliquer. Chez nous. Elle parlait encore de chez nous, alors qu'elle avait choisi un autre homme. Aviez-vous déjà ressenti cette sensation étrange d'observer votre propre vie de l'extérieur, comme si vous regardiez un film dont vous connaissez déjà la fin tragique? C'est exactement ce que j'éprouvais en lisant ces messages. Clara courait vers sa propre destruction avec l'enthousiasme d'une héroïne romantique qui ne sait pas encore qu'elle joue dans une tragédie. Je composai le numéro d'Émilie. « Il a accepté ?» demanda-t-elle sans préambule. « Il a accepté. 20h. » Impossible. Thomas ne prend jamais ce genre de risque. Il y a anguille sous roche. C'est exactement ce que je pense. Qu'est-ce que tu as trouvé sur Sandrine Delacroix? Elle arrive de Lyon ce matin, avec des documents que Thomas va avoir du mal à expliquer. Et Julien, j'ai une surprise pour toi. Quel genre de surprise? Le genre qui va transformer ce rendez-vous en cauchemar pour Monsieur Moreau. Mais je préfère te montrer ça de vive voix. Retrouve-moi au Café de Flore dans 1 heure. Après avoir raccroché, je pris une douche et m'habillai mécaniquement, évitant soigneusement de regarder le costume de mariée accroché dans la penderie. Dans la cuisine, je trouvai un mot de Clara griffonné à la hâte. « Julien, je sais que tu m'en veux, mais laisse-lui une chance de s'expliquer. Je t'aime encore, Clara. Je t'aime encore. » 4 mots qui hier encore auraient suffi à me faire tout pardonner. Aujourd'hui, ils me faisaient l'effet d'une insulte. Le Café de Flore grouillait de touristes et d'habitués. Émilie m'attendait en terrasse, une tasse de café fumante devant elle et une expression que je ne lui avais jamais vue. Un mélange d'excitation et d'inquiétude qui me mit aussitôt sur mes gardes. « Tu as une mine épouvantable », fut sa première remarque. « Merci. Ta surprise ?» Elle sortit une tablette de son sac, l'alluma et me la tendit. Écran affichait la page d'un site web que je ne connaissais pas. Prédateurs émotionnels.
témoignages et alertes. Qu'est-ce que c'est? Un site créé par l'association que j'ai contactée après mon divorce. Elle recense les manipulateurs sentimentaux, documente leurs méthodes, alerte leurs futures victimes. Je fis défiler la page, des dizaines de témoignages, des photos, des analyses comportementales. Et là, au milieu de tout ça, une section entière consacrée à Thomas M., architecte, 42 ans, Paris. Tu as fait ça? Avec l'aide des autres victimes. Regarde. Elle fit défiler jusqu'à une galerie de photos. Thomas avec différentes femmes, dans différents lieux, mais toujours le même sourire charmeur. Toujours la même posture de séducteur accompli. Combien? 15. 15 femmes en 4 ans. 15 couples détruits. 15 familles explosées. Le chiffre me donna le vertige. 15. Clara n'était que le 16e nom sur une liste qui s'allongeait méthodiquement. Et elles sont toutes d'accord pour témoigner? Pas toutes. Certaines ont encore honte. D'autres ont peur des représailles. Mais 8 d'entre elles acceptent de parler, y compris Sandrine. Émilie fit défiler jusqu'à une autre section du site. Des documents scannés, des captures d'écran de messages, des relevés bancaires. Et ça, c'est le plus beau. Thomas ne se contente pas de briser les cœurs. Il fait aussi du chantage. Quel genre de chantage? Photos intimes, secrets professionnels, informations compromettantes. Il garde tout. Et quand une de ses victimes menace de parler, il la fait taire. Elle me montra une conversation WhatsApp entre Thomas et une certaine Marinelle. Thomas, tu sais ce qui arrivera si tu continues à raconter des mensonges sur moi. Marinelle, ce ne sont pas des mensonges et tu le sais. Thomas, tes collègues seraient très intéressés par les photos que tu m'as envoyées, tout comme ton mari. Marinelle, tu n'oseras jamais. Thomas, et c'est moi. La conversation s'arrêtait là. Le chantage avait fonctionné. Combien de femmes fait-il taire comme ça? On ne sait pas. Mais c'est pour ça qu'il accepte de venir ce soir. Il pense que Clara est juste une amoureuse éconduite qui va se laisser manipuler. Il ne sait pas que nous avons monté un dossier contre lui. Mon téléphone vibra. Message de Clara. Il arrive plus tôt. 19h au lieu de 20h. Il a hâte de tout expliquer. Je montrai le message à Émilie, qui fronça les sourcils. Il change l'heure. Pourquoi? Parce qu'il prépare quelque chose. Une idée commençait à germer dans ma tête. Émilie, tu peux contacter les autres victimes? Celles qui acceptent de témoigner? Oui, pourquoi? Parce que je viens d'avoir une idée. Une idée qui va transformer ce face-à-face en quelque chose que Thomas n'oubliera jamais. 1 heure plus tard, tout était en place. Sandrine Delacroix était en route depuis la gare de Lyon. 3 autres victimes de Thomas, Amélie, Marine et une certaine Céline, avaient accepté de venir. Émilie avait même réussi à convaincre un avocat spécialisé dans le harcèlement moral de se joindre à nous. « Tu es sûr de toi ?» me demanda ma sœur alors que nous nous dirigions vers mon appartement. « Thomas va se sentir piégé. Il risque de devenir violent. Tant mieux, ça prouvera aux yeux de Clara quel genre d'homme il est vraiment. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas seulement pour Clara que je faisais tout ça. C'était pour moi, pour ma fierté blessée, pour ma confiance trahie, pour cette rage froide qui m'habitait depuis la veille au soir. Thomas Moreau allait payer pour toutes les humiliations qu'il avait infligées, pour tous les cœurs qu'il avait brisés, pour toute la souffrance qu'il avait semée autour de lui. À 18h30, j'étais chez moi, attendant Clara et son prince charmant. L'appartement avait été transformé en tribunal. Dans le salon, j'avais installé des chaises en demi-cercle face au canapé où Thomas et Clara prendraient place. Sur la table basse, des dossiers soigneusement classés. Au mur, des photos imprimées depuis le site web. Thomas avec ses différentes conquêtes. Clara arriva la première, seule, l'air nerveux mais déterminé. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle en voyant l'installation. « La vérité », répondis-je simplement. Celle que Thomas préférerait garder cachée. « Julien, qu'est-ce que tu as fait ?» Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. J'ai donné la parole à ses victimes. Comme pour ponctuer mes mots, la sonnette retentit. Émilie entra, suivie de Sandrine, puis d'Amélie, puis des autres. Une à une, elles prirent place sur les chaises que j'avais disposées. Clara les regardait avec un mélange de panique et d'incompréhension. « Ces femmes sont payées !» s'écria-t-elle. « Thomas me l'a dit.
Ce sont des actrices. Sandrine se leva lentement. C'était une femme élégante d'une quarantaine d'années, au regard déterminé. « Madame, je m'appelle Sandrine Delacroix. Je dirige une entreprise de cosmétiques à Lyon. Il y a 2 ans, j'ai fait la connaissance de Thomas Moreau lors d'un salon professionnel. Voulez-vous voir les photos de notre liaison? Les messages qu'il m'envoyait? Ou préférez-vous que je vous raconte comment il a ruiné mon mariage et ma société ?» Clara recula, comme frappée par la violence tranquille de ces mots. « Ce n'est pas possible. Thomas m'a dit. »« Thomas vous a menti, » coupa Amélie d'une voix douce. « Comme il m'a menti. Comme il nous a toutes menti. » La sonnette retentit à nouveau. Cette fois, c'était l'heure de vérité. Thomas Moreau allait entrer dans ce salon et découvrir que sa 16e victime lui avait tendu le piège parfait. Car ce qu'il ignorait, c'est que Clara venait de comprendre. En voyant ces femmes, en entendant leur voix, en reconnaissant dans leurs yeux la même douleur qu'elle ressentait, elle venait de réaliser l'ampleur de sa propre naïveté. Et quand Thomas pousserait la porte, il ne trouverait pas une amoureuse docile, prête à le défendre. Il trouverait un tribunal. Chapitre 5. Face aux témoins de ces crimes, même le plus grand manipulateur finit par révéler son vrai visage. La porte s'ouvrit sur Thomas Moreau dans toute sa splendeur calculée. Costume sur mesure, sourire confiant, bouquet de roses blanches à la main, les fleurs préférées de Clara, détail qu'il avait évidemment mémorisé. Il entra comme s'il arrivait à une fête donnée en son honneur. Son sourire se figea quand il découvrit l'assemblée qui l'attendait. « Qu'est-ce que » commença-t-il, mais les mots moururent sur ses lèvres quand son regard croisa celui de Sandrine. « Avez-vous déjà observé un prédateur réaliser qu'il est tombé dans un piège? C'est fascinant. D'abord l'incrédulité, puis la panique qui perce sous le masque. Enfin cette rage froide quand ils comprennent que leur numéro de charme ne fonctionnera plus. « Bonsoir Thomas, dis-je d'une voix parfaitement calme. Je te présente Sandrine, Amélie, Marine, Céline, quelques-unes de tes admiratrices. » Thomas laissa tomber le bouquet. Les roses se dispersèrent sur le parquet comme des gouttes de sang bleu. Clara, qui jusqu'alors se tenait près de lui, recula instinctivement, un geste inconscient qui en disait long sur ce qu'elle commençait à comprendre. « Clara, on s'en va », ordonna Thomas d'une voix sèche, toute trace de tendresse envolée. « C'est un guet-apens. » « Un guet-apens » Sandrine se leva, tenant à la main une chemise bourrée de documents. « Vous appelez ça un guet-apens quand vos victimes se rassemblent pour témoigner? Je ne vous connais pas. Hôtel Bristol, suite 412, 15 février 2022. » La voix de Sandrine était coupante comme un scalpel. « Vous m'aviez dit que votre ex-femme ne vous comprenait pas, que je vous faisais redécouvrir l'amour. Vous vous souvenez maintenant ?» Thomas se tourna vers Clara, cherchant du soutien dans son regard. Mais Clara fixait Sandrine avec une expression que je ne lui avais jamais vue, une lucidité douloureuse qui transformait ses traits. « Ce sont exactement les mêmes mots, » murmura-t-elle. « Les mêmes phrases qu'avec moi. »« Clara, ne les écoute pas !» La voix de Thomas montait dans les aigus. « Ils mentent et ils sont manipulés. » Amélie se leva à son tour, sortit son téléphone et fit défiler une conversation. « 23 octobre 2021. Thomas Moreau. Tu es différente des autres femmes. Avec toi, j'ai l'impression d'être enfin moi-même. » Elle leva les yeux vers Clara. « Il vous a dit la même chose ?» Clara hocha la tête, les larmes aux yeux. « Et ça ?» continua Amélie. « Je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse ressentir ça. Tu me fais redécouvrir ce que c'est que d'aimer. » Cette fois, Clara vacilla comme si on l'avait giflée. Thomas s'avança vers elle, essayant de reprendre le contrôle. « Ma chérie, tu ne vas pas croire ces femmes. Regarde-moi. Tu sais ce que nous avons vécu ensemble. Tu sais que c'est différent avec nous. » Différent? Marine se leva à son tour. « Comme c'était différent quand vous m'avez promis que vous quitteriez votre femme pour moi. Comme c'était différent quand vous m'avez demandé les codes d'accès au serveur de ma société pour prouver votre confiance. Je ne vous ai jamais rien demandé. » Vraiment? Marine sortit une liasse de documents. « Voici les mails que vous avez envoyés à notre concurrent principal, avec des informations que je vous avais confiées. Ma société a fait faillite à cause de vous. » Thomas commençait à perdre son sang-froid. Sa façade de gentleman charmant se lézardait.
révélant quelque chose de plus sombre dessous. « C'est un complot !» hurla-t-il. « Vous vous êtes toutes donné le mot. Vous inventez tout ça par jalousie. » « Jalousie ?» Céline, qui était restée silencieuse jusque-là, se leva brusquement. « Jalousie de quoi? D'avoir été manipulée? D'avoir détruit mon mariage pour un homme qui m'a jeté comme un Kleenex usagé. » Elle s'avança vers Thomas et je vis quelque chose de dangereux dans ses yeux. « Vous voulez parler de jalousie? Parlons des photos que vous gardez de nous toutes. Parlons du chantage que vous exercez sur celles qui osent parler. Parlons de votre vraie nature. » Thomas recula, mais il n'y avait nulle part où aller. L'appartement était devenu une cage, et les barreaux se refermaient sur lui. « Clara !» dit-il d'une voix suppliante. « Tu ne vas pas les croire? Tu sais ce que nous partageons. Tu sais que c'est réel. » Clara le regarda longuement. Dans ses yeux, je vis défiler toutes les émotions. L'amour, le doute, la colère, la honte, et finalement une résolution douloureuse. « Réel ?» Sa voix était à peine un murmure. « Qu'est-ce qui est réel, Thomas? Les mots d'amour que tu récites comme un script? Les promesses que tu as déjà faites à 15 autres femmes? Ou peut-être les secrets que je t'ai confiés et que tu as déjà mis de côté pour ton prochain coup? Ce n'est pas... Tais-toi !» L'explosion de Clara me surprit. Elle qui était si douce, si mesurée d'habitude, venait de hurler avec une rage que je ne lui connaissais pas. « Tais-toi avec tes mensonges! Tais-toi avec tes manipulations !» Elle s'avança vers lui, tremblante de colère. « Tu sais ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas que tu m'aies menti, c'est que tu m'aies fait mentir. Tu m'as transformée en menteuse, en tricheuse, en femme que je méprise. » Thomas essaya une dernière manœuvre, passant de la défense à l'attaque. « Et lui ?» dit-il en me pointant du doigt. « Tu crois qu'il t'aimait vraiment? Regarde ce qu'il fait. Regarde cette mise en scène. C'est ça l'amour? Cette vengeance minable ?» Tous les regards se tournèrent vers moi. C'était le moment de vérité. Le moment où je devais choisir entre ma soif de vengeance et quelque chose de plus noble. Je regardais Clara, cette femme que j'avais aimée, qui m'avait trahi, qui souffrait maintenant autant que moi. Cette femme qui venait de comprendre qu'elle avait été manipulée, utilisée, salie par un prédateur sans conscience. « Tu as raison, Thomas, » dis-je calmement. « Cette mise en scène n'a rien à voir avec l'amour. » Clara me regarda surprise. Elle a à voir avec la justice, avec la nécessité d'empêcher un parasite de continuer à détruire des vies. Je me tournai vers les femmes assemblées dans mon salon. Ces femmes ne sont pas là par vengeance. Elles sont là pour témoigner, pour que d'autres ne tombent pas dans tes pièges, pour que ton règne de terreur sentimentale s'arrête enfin. Thomas comprit qu'il avait perdu. Sa dernière carte venait d'échouer. La rage qu'il avait contenue jusque-là explosa enfin. « Vous voulez la vérité ?» cracha-t-il, le visage déformé par la haine. « Vous voulez vraiment savoir ce que je pense de vous toutes ?» Il se tourna vers Clara. « Toi, ma pauvre petite, tu étais d'un ennui mortel. 5 ans avec ce type, à jouer à la petite épouse modèle. Tu crevais d'envie qu'on te réveille, qu'on te fasse sentir vivante. J'ai juste appuyé sur le bon bouton. » Clara encaissa le coup sans broncher, mais je vis ses poings se serrer. « Et vous autres ?» Il balaya l'assemblée du regard. « Vous croyez que ça m'amusait de vous écouter pleurnicher sur vos petits maris décevants? Vous croyez que vos confidences m'intéressaient? Vous n'étiez que des moyens d'arriver à mes fins. »« Quelle fin ?» demanda Sandrine d'une voix glaciale. « L'argent, le pouvoir, les informations. Vous étiez pathétique à étaler vos petits secrets, vos codes, vos faiblesses, des proies parfaites. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Thomas venait de détruire en quelques phrases tout ce qui restait de son masque de charmeur. Il se tenait là, au milieu de mon salon, révélé dans toute sa laideur morale. Clara s'approcha de lui, très lentement. Quand elle fut à sa hauteur, elle leva la main et le gifla avec une force que je ne lui soupçonnais pas. Le claquement résonna comme un coup de fouet. « Ça, » dit-elle d'une voix parfaitement calme, « c'est pour toutes celles qui viendront après nous et qui n'auront pas cette chance. » Thomas porta la main à sa joue, l'air hébété. Puis, sans un mot, il se dirigea vers la porte. « Thomas » l'appelai-je. Il se retourna, et je vis dans ses yeux une haine pure qui me fit froid dans le dos. « C'est loin d'être fini. Vous allez le payer, tous. » Il claqua la porte derrière lui, nous laissant dans un silence lourd de sens. Mais ce que nous ne savions pas, c'est que Thomas Moreau ne mentait pas. Il allait effectivement nous le faire payer, et sa vengeance serait pire
que tout ce que nous pouvions imaginer. Car un prédateur acculé devient encore plus dangereux qu'un prédateur en liberté. Chapitre 6. La vengeance d'un manipulateur démasqué ne connaît aucune limite. 3 jours s'écoulèrent dans un calme trompeur. Clara avait déménagé chez sa sœur, incapable de supporter notre appartement chargé de souvenirs empoisonnés. Les témoins du face-à-face de lundi soir étaient rentrés chez elle, emportant avec elle un sentiment de justice accomplie. Quant à moi, je m'étais replongé dans le travail, essayant d'ignorer le vide béant que laissait derrière lui l'effondrement de 5 années de ma vie. C'est Émilie qui me téléphona, la première, jeudi matin, la voix blanche d'angoisse. « Julien, tu as vu les journaux ?»« Quels journaux ? Achète le Figaro et le Parisien et va sur Internet, tout de suite. Vous connaissez cette sensation de chute libre qui vous saisit quand vous pressentez qu'une catastrophe vient de vous tomber dessus ? C'est exactement ce que j'ai ressenti en me précipitant vers le kiosque le plus proche. La une du Figaro était explicite. Chantage et manipulation, l'architecte et ses complices démasqués. En dessous, une photo de Thomas Moreau, souriant, serrant la main du maire de Paris lors d'une inauguration. Mes mains tremblaient en ouvrant le journal. L'article, signé d'un journaliste que je ne connaissais pas, racontait une histoire qui ressemblait étrangement à notre confrontation de lundi. À un détail près, nous étions les méchants. Thomas Moreau, architecte parisien reconnu, a été victime d'un chantage orchestré par un réseau de femmes dirigé par Émilie Moreau, son ex-épouse, et Julien Moreau, le frère de celle-ci. Le plan, d'une sophistication rare, consistait à faire croire à M. Moreau qu'il était un prédateur sentimental en montant de fausses accusations avec des complices rémunérés. Je faillis laisser tomber le journal. L'article continuait sur 2 pages, détaillant avec une précision chirurgicale notre plan machiavélique. Photos à l'appui, témoignages de victimes de notre manipulation, analyse psychologique de notre prétendue soif de vengeance pathologique. Mais le plus terrible était à la fin. Une liste. Nos noms, nos adresses, nos lieux de travail. Ceux d'Émilie, de Sandrine, d'Amélie, de toutes les femmes qui avaient témoigné lundi soir. Public, exposé, avec une mention qui me glaça le sang. Ces personnes sont considérées comme dangereuses et manipulatrices. Toute information permettant de confondre leurs autres activités frauduleuses sera récompensée. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. D'abord Sandrine, en pleurs. Sa société venait de perdre 3 gros contrats. Ses clients ayant lu l'article. Puis Amélie. Elle avait été convoquée par sa hiérarchie pour s'expliquer sur ses activités extra-professionnelles. Puis Marine. Puis Céline. Une à une, les femmes qui avaient eu le courage de témoigner contre Thomas découvraient que leur vie était en train d'exploser. Réputation détruite, emploi menacé, famille questionnée. Le prédateur était devenu la victime, et nous étions les bourreaux. Comment il a fait ça ? Demandai-je à Émilie quand elle me rejoignit dans un café près de chez moi, lunettes noires et capuche rabattue comme une fugitive. Il a de l'argent, beaucoup d'argent, et des relations. Le journaliste qui a écrit l'article travaille pour un magazine dont Thomas a financé les bureaux l'année dernière. Et les témoignages, ces femmes qui affirment qu'on les a payées, probablement vraiment payées, par lui, pour mentir. La sophistication de la contre-attaque me laissait sans voix. En moins de 3 jours, Thomas avait réussi à retourner complètement la situation. Lui qui était accusé de manipulation passait pour la victime d'une manipulation plus grande encore. « Émilie, il faut qu'on riposte, qu'on publie notre version, qu'on montre les vraies preuves. Avec quoi ? Avec quels moyens ?» Elle retira ses lunettes, révélant des yeux cernés, vieillis. « Tu crois que les journaux vont nous écouter maintenant ? Tu crois qu'on va pouvoir rivaliser avec l'argent et les relations de Thomas ?» Mon téléphone vibra. Message d'un numéro inconnu. « Tu voulais jouer ? On joue. Mais c'est moi qui fixe les règles maintenant. TM. » Je montrai le message à Émilie, qui pâlit encore plus. « Il ne s'arrêtera pas là, » murmura-t-elle. « Je le connais. Quand il veut détruire quelqu'un, il va jusqu'au bout. » Comme pour lui donner raison, mon téléphone sonna. Mon chef, la voix embarrassée. « Julien, il faut qu'on parle. Il y a eu des plaintes. Des clients qui ne veulent plus travailler avec quelqu'un d'instable. Je suis désolé, mais... » Je raccrochai avant qu'il ait fini sa phrase. Inutile d'entendre la suite. Thomas était en train de détruire méthodiquement ma vie professionnelle.
comme il le faisait probablement pour toutes les autres. « Et Clara ?» demandai-je soudain. « Elle est au courant ?» Émilie hocha la tête gravement. « Elle m'a appelé ce matin, en pleurs, complètement effondrée. Elle se sent responsable de tout ça. Elle n'y est pour rien. » Dis-le-lui, elle refuse de me croire. L'ironie de la situation me frappa de plein fouet. Clara, qui avait trahi notre amour pour Thomas, se retrouvait maintenant victime des retombées de ma vengeance contre lui. Elle, qui avait voulu jouer les héroïnes romantiques, découvrait que le monde réel était infiniment plus cruel que ses rêves d'évasion. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un mail de Thomas, avec une pièce jointe. « Cher Julien, j'espère que tu apprécies le premier acte de notre nouvelle pièce. Tu trouveras ci-joint quelques photos qui pourraient t'intéresser. Je pense notamment à tes parents, qui n'aimeraient sans doute pas les voir circuler sur les réseaux sociaux. Ni à Clara, d'ailleurs. Tu as 24 heures pour publier des excuses publiques dans le Figaro et convaincre tes complices de faire de même. Sinon, acte 2. Affectueusement, Thomas. » Les mains tremblantes, j'ouvris la pièce jointe. Mon sang se glaça. Des photos de Clara et moi, prises à notre insu dans notre appartement. Dans notre intimité la plus privée. Des images volées qui ne pouvaient avoir été prises qu'avec un matériel professionnel. Depuis l'immeuble d'en face. Depuis des semaines, peut-être des mois. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Émilie en voyant Nat à l'heure. Je ne pus lui répondre. La réalité de ce que nous affrontions venait de n'apparaître dans toute son horreur. Thomas n'était pas seulement un manipulateur sentimental. C'était un prédateur total, capable de harcèlement, d'espionnage, de chantage au plus haut niveau. Et nous venions de déclencher sa colère. « Émilie, dis-je d'une voix que je ne reconnaissais pas, appelle toutes les autres. Dis-leur de faire attention, de ne pas rester seuls, de changer leurs habitudes. » Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce mail ? Je ne pouvais pas lui dire. Pas encore. Parce que si Thomas avait espionné Clara et moi, il avait probablement espionné toutes les autres aussi. Et s'il était capable de chantage avec des photos intimes, il était capable de bien pire encore. Mon téléphone sonna. Clara. Julien, sa voix était brisée, presque inaudible. Il faut qu'on se voie, maintenant. C'est urgent. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne peux pas en parler au téléphone. Retrouve-moi au Luxembourg, près de la fontaine Médicis. Et Julien ? Oui ? Fais attention. Je crois qu'il nous suit. Elle raccrocha, me laissant avec la certitude terrible que nous venions de franchir un point de non-retour. Thomas Moreau n'était plus seulement un homme en colère cherchant à se venger. C'était devenu quelque chose de bien plus dangereux. Un prédateur blessé qui n'avait plus rien à perdre. Et nous étions ses proies. En me dirigeant vers le Luxembourg, je sentais des yeux dans mon dos. Des présences invisibles, des menaces tapies dans l'ombre. Était-ce de la paranoïa ou une intuition justifiée ? Une chose était certaine, l'homme que nous avions démasqué lundi soir était capable du pire. Et il venait de nous déclarer une guerre dont nous ne maîtrisions plus les règles. Une guerre que nous risquions de perdre. Chapitre 7. Il y a des victoires qui coûtent si cher qu'elles ressemblent à des défaites. Le jardin du Luxembourg était presque désert en cette fin d'après-midi pluvieuse. Je trouvais Clara recroquevillée sur un banc près de la fontaine Médicis, les cheveux collés par la bruine, le regard perdu dans le vide. Elle avait vieilli de 10 ans en une semaine. Clara, elle sursauta, se retourna, et je vis dans ses yeux une terreur que je ne lui avais jamais connue. « Julien, Dieu merci, tu es là. » Aviez-vous déjà ressenti cette étrange sensation de retrouver quelqu'un qu'on a aimé dans les décombres d'une catastrophe commune ? Malgré tout ce qui s'était passé entre nous, malgré la trahison et la colère, Clara restait la femme avec qui j'avais partagé 5 années de ma vie. Et la voir ainsi, brisée, terrorisée, réveillait en moi des instincts protecteurs que je croyais morts. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle me tendit son téléphone d'une main tremblante. L'écran affichait une conversation WhatsApp avec un numéro masqué. Numéro inconnu. Tu as aimé les articles ? Clara. Qui êtes-vous ? Numéro inconnu. Quelqu'un qui sait tout de toi, absolument tout. Suivait une série de photos qui me glacèrent le sang. Clara sortant de chez sa sœur le matin même. Clara au supermarché. Clara dans son bureau. Toute prise de loin, avec un téléobjectif.
par quelqu'un qui la suivait depuis des jours. « Il me fait suivre, » murmura-t-elle, « partout, tout le temps. Et ce n'est pas tout. » Elle fit défiler jusqu'à un autre message, reçu 1 heure plus tôt. Numéro inconnu. « Tu veux sauver tes amis? Rendez-vous ce soir, 22 heures. Entrepôt du port de Gennevilliers. Viens seul. Et dis à ton ex-fiancé d'arrêter de jouer au héros. Sinon, les photos de vous deux seront sur tous les sites de France demain matin. Clara. Quelle photo? Numéro inconnu. Celle qu'il a reçue par mail. Demande-lui. Clara releva les yeux vers moi, et je compris qu'elle savait. Il t'a envoyé des photos de nous? De notre intimité? Je hochai la tête, incapable de mentir. Depuis combien de temps il nous espionne? Je ne sais pas. Plusieurs mois, probablement. Clara éclata en sanglots. Pas des larmes de colère ou de tristesse, mais de pure humiliation. L'homme qu'elle avait cru aimer l'avait violée dans son intimité la plus sacrée, avait souillé jusqu'au souvenir de notre amour. « Clara, dis-je en m'asseyant près d'elle, tu ne vas pas à ce rendez-vous. C'est un piège. Si je n'y vais pas, il détruit tout le monde. Toi, Émilie, Sandrine, toutes les autres. Il a des photos de toutes, Julien. Des documents compromettants, des secrets. Et si tu y vas, il te détruit toi, ou pire. » Elle me regarda avec une résolution douloureuse. « Alors au moins, les autres seront sauvés. » Les autres seront sauvés. Clara était prête à se sacrifier pour réparer les dégâts qu'elle avait involontairement causés. Cette femme qui m'avait trahi, par égoïsme, était prête à mourir par altruisme. Il n'en est pas question. Tu ne peux pas m'en empêcher. Si, en y allant à ta place. Julien, non. Mais mon plan était déjà en cours de formation. Un plan désespéré, probablement suicidaire, mais c'était le seul moyen d'en finir avec Thomas Moreau. « Appelle Émilie, dis-je à Clara. Dis-lui de contacter toutes les autres, qu'elle se retrouve ce soir à 21 heures chez ma sœur. Pourquoi? Parce que pendant que Thomas m'attendra aux entrepôts de Gennevilliers, nous allons faire ce qu'on aurait dû faire depuis le début. Quoi? Le détruire. Définitivement. 3 heures plus tard. L'appartement d'Émilie ressemblait à un QG de guerre. Sandrine était là, ainsi qu'Amélie, Marine, Céline et 2 autres victimes de Thomas qui avaient fait le déplacement. Toutes portaient les stigmates de la contre-attaque de notre ennemi. Yeux cernés, mine défaite, regard fuyant. « Il faut arrêter », dit Sandrine d'une voix éteinte. « Ma société est finie. Ma fille ne me parle plus. Mon ex-mari menace de demander la garde exclusive. Je ne peux plus. Moi non plus. Renchérit Amélie. J'ai été licenciée ce matin. Motif, atteinte à la réputation de l'entreprise. Une à une, elles racontaient l'effondrement de leur vie depuis la publication des articles. Thomas avait gagné. Sa stratégie de la terre brûlée fonctionnait parfaitement. C'est exactement ce qu'il veut, dis-je. Qu'on abandonne, qu'on se résigne, qu'on accepte d'être ses victimes à vie. Et qu'est-ce que tu proposes? Demanda Marine avec amertume. On n'a plus rien, plus de crédibilité, plus de moyens, plus d'espoir. On a encore une chose, la vérité. Je sortis mon ordinateur portable, l'allumai et tapai une adresse web que j'avais préparée dans l'après-midi. Regardez. L'écran affichait un site web tout simple, avec un titre en lettres rouges. La vérité sur Thomas Moreau. En dessous, des dizaines de documents scannés, de témoignages vidéo, de preuves irréfutables. J'ai passé l'après-midi à compiler tout ce qu'on avait sur lui. Chaque preuve, chaque témoignage, chaque document. Et j'ai ajouté quelque chose qu'il n'attendait pas. Je cliquai sur un lien. Une vidéo se lança, montrant Thomas dans notre salon lundi soir, en train de craquer et de révéler sa vraie nature. « Tu l'as filmé ?» s'exclama Émilie. « Caméra cachée. Je l'avais installé au cas où il deviendrait violent. » Sur l'écran, on voyait Thomas hurler. « Vous n'étiez que des moyens d'arriver à mes fins. L'argent, le pouvoir, les informations. » Cette vidéo, continuai-je, va être envoyée dans 1 heure à tous les journalistes de France. Pas seulement aux journaux parisiens que Thomas peut acheter. Partout. Télé, radio, site web, réseaux sociaux. « Et s'il publie nos photos en représailles ?» demanda Clara d'une petite voix. « Il le fera de toute façon, que nous nous soumettions ou pas. Thomas Moreau n'est pas homme à respecter ses engagements. » Je me levai, regarda chacune de ces femmes brisées, mais pas encore vaincues. Nous avons le choix. Soit nous nous laissons détruire en silence, soit nous l'emmenons avec nous dans notre chute.
Sandrine fut la première à hocher la tête. « J'en ai assez d'avoir peur. Publions tout. »« Moi aussi, » dit Amélie, au point où j'en suis. Une à une, elles donnèrent leur accord. Même Clara, malgré sa terreur, accepta de témoigner face caméra. À 21h30. Le site était en ligne. À 22h, au moment où Thomas m'attendait dans les entrepôts de Gennevilliers, les premières rediffusions commençaient sur les réseaux sociaux. À 22h15, mon téléphone explosa. Dizaines d'appels de journalistes, de télé, de radio. L'histoire faisait le buzz. La vidéo de Thomas était en train de devenir virale. À 22h30, Thomas m'appela. « Tu vas me le payer », dit-il d'une voix que je ne reconnaissais plus. Déformé par la rage. « Tu vas tous me le payer. »« C'est déjà fait, Thomas. Regarde les tendances Twitter. Tu es en train de devenir célèbre. » Il raccrocha. 2 minutes plus tard, toutes les femmes présentes chez Émilie recevaient le même message. Une photo d'elle, accompagnée d'une adresse et de la mention « à détruire ». Thomas venait de publier nos informations personnelles sur tous les forums de haine de France, nous désignant comme cible à abattre. « Il est devenu fou », murmura Émilie. « Non », répondis-je en composant le 17. « Il a toujours été fou. On vient juste de le pousser dans ses derniers retranchements. » Les 3 jours qui suivirent furent un cauchemar éveillé. Thomas, acculé, multipliait les attaques désespérées. Publication de photos intimes, harcèlement de nos familles, menaces de mort. Mais sa stratégie se retournait contre lui. Plus il s'acharnait, plus il confirmait l'image de prédateur que nous avions dressée de lui. L'opinion publique bascula. Les journaux qu'il avait soutenus publièrent des rectificatifs. Ses clients l'abandonnèrent. Ses amis le renièrent. Le mercredi suivant, Thomas Moreau fut interpellé chez lui pour harcèlement aggravé et chantage. Les preuves étaient accablantes, les photos prises à notre insu, les messages de menaces, les documents compromettants qu'il conservait sur ses victimes. En perquisitionnant son domicile, la police découvrit l'ampleur de ses activités. Plus de 50 femmes espionnées, chantées, manipulées. Un réseau de manipulation émotionnelle et d'espionnage industriel qui s'étendait sur des années. Thomas Moreau fut condamné à 5 ans de prison ferme. Clara et moi ne nous remîmes jamais ensemble. Trop de douleurs, trop de trahison, trop de souvenirs empoisonnés. Mais nous restâmes liés par cette épreuve commune. Or cette victoire amère qui nous avait coûté si cher. 6 mois plus tard, elle m'envoya une carte postale depuis l'Australie où elle avait refait sa vie. Merci de m'avoir sauvé de moi-même. Quant à moi, j'ai appris qu'on peut survivre à la destruction de sa vie, à condition d'accepter qu'il faut parfois tout perdre pour sauver son âme. Car parfois, la seule façon de vaincre un monstre, c'est de devenir soi-même un peu monstrueux. Et parfois, c'est le prix à payer pour que justice soit rendue. Cette histoire nous enseigne que l'amour aveugle peut nous rendre complices de notre propre destruction. Mais qu'il existe toujours un moment où l'on peut choisir entre la lâcheté du silence et le courage de la vérité. Clara avait choisi l'illusion. Face à la réalité, elle choisit finalement la rédemption. Parfois, sauver les autres commence par accepter qu'on ne peut plus se sauver soi-même.